Nico, bonsoir à tout le monde. Il n'est pas encore trop tard pour vous souhaiter une excellente année 2021. On souhaite évidemment tous sortir progressivement de cette pandémie. On a pour l'instant quand même quelques éléments qui nous permettent d'espérer que dans les mois prochains, nous allons arriver à en sortir. Alors cette pandémie, évidemment, elle nous a beaucoup changé la vie négativement. Je ne dois pas vous faire un dessin. Notre vie sociale a été fortement réduite et perturbée. Nos libertés ont été nettement mises à mal aussi, réduites. Et bien sûr, pour certains d'entre nous, il y a eu des problèmes de santé et voire certains d'entre nous, malheureusement, ont perdu des proches. Donc, il ne fait aucun doute que le bilan global de cette pandémie est évidemment négatif, très nettement négatif. Mais comme on dit parfois, à quelque chose, malheur est bon. Et au moins, elle aura eu le mérite, cette pandémie, de nous montrer l'importance du secteur public. On a vu que sans secteur public, les conséquences auraient été encore bien plus graves. Et aussi que si on n'avait pas, disons, atrophié les dernières années le secteur public, on aurait pu encore mieux répondre à cette situation. Je pense que maintenant, tout le monde en est convaincu. Ça, c'est au moins un élément positif. En ce qui concerne l'enseignement, c'est un peu la même chose. Il ne fait pas de doute que le bilan global est négatif. Les inégalités, si c'était possible, se sont encore renforcées et malheureusement, c'était possible. Vous savez qu'en Belgique, on est déjà champion toute catégorie, malheureusement, en matière d'inégalité sociale face à l'école. Mais elles se sont encore renforcées. Bien sûr, les 2 mois de fermeture d'école qu'on a eu au printemps et puis la réouverture timide de fin d'année scolaire passée, et même depuis la Toussaint, la scolarité qui se déroule en hybride a évidemment ça fait en sorte que si vous êtes à la maison pour travailler, on n'est pas tous dans les mêmes conditions et donc ça n'a fait que très nettement renforcer les inégalités, même si on n'a pas encore de chiffres, de mesures, c'est encore un peu tôt. Il n'y a personne qui vraiment en doute sérieusement. Mais là aussi, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas le moindre élément positif. Par exemple, je pense que de plus en plus de gens ont pris conscience de l'importance du présentiel. Et par exemple, moi j'ai quand même entendu des ministres libéraux déclarer au Parlement qu'il n'y avait pas photo et qu'on ne pouvait pas remplacer un enseignant devant sa classe. C'est quelque chose que je ne suis pas sûr que je l'aurais entendu l'année dernière. Je rappelle qu'il y a quelques jours, il y a des élèves d'un Athénée de Liège qui ont mis en place, qui ont lancé une pétition pour avoir le droit de retourner à l'école au moins 50% du temps comme c'est prévu, alors que ce n'est pas le cas dans leur établissement. Donc des élèves qui font une pétition pour avoir le droit d'aller plus à l'école, je pense que c'est aussi quelque chose qui est une conséquence de cette pandémie. Et je ne le dis pas seulement sur le ton humoristique, je pense vraiment que ça a pu faire prendre conscience de l'importance de l'école. Ça, c'est un élément important. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va parler de la taille des classes. Vous savez qu'un élément central du travail de la PED avec le contenu, donc une école démocratique, ça nécessite certains contenus, mais ça nécessite aussi de lutter contre les inégalités. Donc, vraiment, ce qu'on appelle parfois notre core business, c'est la lutte contre les inégalités. Nous avons un programme fondamental, bien sûr, qui est décliné dans différents textes que nous appelons des textes de base. Le dernier d'entre eux, c'est notre mémorandum qui est sorti, si je ne me trompe pas, il y a une petite année. Et si vous allez regarder ce mémorandum, vous verrez qu'un des points est intitulé de petites classes pour construire un rapport positif à l'école. Donc nous demandons comme point concret d'avoir un maximum de 15 ou 16 élèves par classe en maternelle et dans les 3 premières années du primaire. Ça, c'est la revendication concrète. Et nous l'expliquons en disant que si on veut lutter contre les inégalités, il faut construire un rapport au savoir positif pour les enfants de milieu populaire, un rapport à l'école aussi positif pour les enfants de milieu populaire, et que ça demande de leur part un travail, un effort, mais ça demande aussi évidemment un travail de la part de l'enseignant, et que ce travail-là, il demande du temps, et que du temps par élève, et que ça ne peut pas se faire dans des classes avec 25 ou 30 élèves. C'est pourquoi on pense qu'il faut limiter la taille des classes, et certainement au niveau des premières années, on verra pourquoi après. Alors, je vais directement peut-être lancer d'ailleurs le PowerPoint sur lequel nous allons travailler. Tiens, là, j'ai un problème technique. Donc, voilà, bon, c'est pas grave, j'espère que vous allez me pardonner. Voilà, on va y arriver. Ça, c'est pas passé comme tout
tout à l'heure, mais c'est pas grave. Alors maintenant, on va, désolé, hop, et là on va lancer le diaporama. Voilà. Alors, donc, voilà, la taille des classes, ça ne compte pas, point d'interrogation. Pourquoi on a mis ça? Parce que souvent, on a entendu des objections par rapport à ce point, la délimitation de la taille des classes. Deux types d'objections. Hein. L'objection, on nous dit, finalement, non, vous savez, il y a des études qui ont montré que ça ne sert à rien, en fait, de diminuer la taille des classes, que finalement, il n'y a pas d'effet mesurable. On a entendu ça plusieurs fois. Ou alors, parfois, on entend, un peu plus subtilement peut-être, dire oui, peut-être qu'il faudra un jour diminuer la taille des classes, mais commençons d'abord par mieux former les enseignants, réformons la formation des enseignants, et ce sera plus efficace. Et en tout cas, alors quand on diminuera la taille des classes, ils seront mieux armés pour profiter de ces classes plus petites. Et je voudrais aujourd'hui tordre le cou à ces deux canards, et on va commencer, et on va pour ça je voudrais vous parler de trois études. Alors il y en a une qui est bien connue des sympathisants de la PED, peut-être pas de tous d'entre vous, j'espère qu'il y a peut-être des personnes nouvelles qui ne connaissent pas bien la PED et qui vont découvrir certaines choses aujourd'hui. Les sympathisants de la PED ont tous entendu parler de l'étude STAR, on va y revenir tout de suite, parce que c'est une étude qui a été menée à grande échelle et qui a vraiment, je dirais, des résultats très, très intéressants. Mais on a tellement parlé de l'étude STAR qu'on s'est dit aussi qu'il fallait quand même qu'on ne parle pas que de ça et qu'on parle d'autres études. On va notamment parler d'une étude très importante qui a été menée en Suède et puis d'une étude française, mais qui a l'avantage d'être une méta-analyse. On va y revenir tout de suite. Alors, commençons quand même donc par STAR. STAR, qui, comme vous le voyez, n'est pas une enquête très récente, une étude très récente, puisqu'elle a été menée de 1985 à 1989. Et encore, quand je dis ça, c'est les années où les élèves se sont retrouvés dans des plus petites classes, mais elle a été menée, en fait, elle a continué sur du plus long terme. On va y arriver tout de suite. Donc, vous voyez pourquoi est-ce que STAR est une étude importante. D'abord, oui, je ne l'ai pas précisé, STAR a été une étude qui a été menée aux États-Unis, et plus précisément dans l'État du Tennessee. Alors, l'intérêt de cette étude, d'abord, c'est qu'elle a quand même un échantillon très important, 6600 élèves, et encore, on parlera même de 11 000 élèves un peu plus tard, je vais vous dire ça en deux étapes, mais dans un premier temps, 6600 élèves répartis dans 79 écoles, elles-mêmes dans 325 classes, en fait. 6600 élèves, c'est beaucoup. Une partie de ces élèves ont été placés dans des petites classes, si possible, donc je dis si possible pendant 4 ans, parce que certains élèves, pour différentes raisons, notamment sans doute parce qu'ils ont quitté la région, n'ont pas été scolarisés pendant 4 ans dans des petites classes, mais l'idée c'était ça. Petite classe, ça veut dire des classes de 13 à 17 élèves, et les autres, donc une partie de l'échantillon a été placée dans des classes comme ça, et une autre partie de l'échantillon a été maintenue dans des classes normales pour l'État du Tennessee, c'est-à-dire d'environ 22 à 25 élèves. Et il faut bien savoir que c'est l'université donc du Tennessee qui a mené cette enquête, parce qu'évidemment c'est pas à cette échelle-là mettre plein d'élèves dans des classes dans des plus petites classes que la normale, c'est évidemment coûteux, et ce coût a été pris en charge par l'université qui désirait mener la recherche. Élément très important aussi, on y reviendra plus tard, l'affectation des élèves a été faite de manière tout à fait aléatoire, et d'ailleurs aussi celle des enseignants. Hein. Donc, ce ne sont pas les directeurs ou d'autres qui ont décidé qui allait dans les petites classes, qui allait dans les classes normales, ce sont vraiment les chercheurs de l'université qui, sur base simplement des listes de noms, ont réparti les élèves dans des classes, et donc ça s'est fait de manière totalement aléatoire, c'est important, et aussi les profs, parce qu'on peut dire parfois, oui, mais les profs qui ont parfois plus d'influence, parce qu'ils sont plus anciens, etc., ils sont souvent aussi les meilleurs profs, et parfois ils auraient pu, par exemple, décider d'aller enseigner dans des plus petites classes, ce qui aurait évidemment faussé les résultats. Et bien, donc, ici, ce n'est pas le cas, ce sont aussi les chercheurs de l'université qui ont décidé finalement qui donnait cours dans quelle classe. Et alors, dernier point, ces élèves ont été soumis à des tests semestriels, comme c'est le cas normalement dans l'État du Tennessee, donc ce ne sont pas des tests particuliers qui ont été faits pour eux, ils ont suivi les tests normaux, mais comme vous le voyez, les chercheurs ont suivi les résultats de ces tests pendant non pas 4 ans, mais 12 ans. C'est-à-dire non seulement pendant les 4 années où certains élèves étaient dans des petites classes, et évidemment le but était de faire la comparaison avec l'autre partie de l'échantillon qui était restée dans des classes normales, mais après ces 4 années, tous ces élèves se sont retrouvés mélangés dans des classes alors normales, mais
les chercheurs de l'université ont continué de suivre les résultats des uns et des autres et ont ainsi pu les comparer. Alors, on va directement venir vers les premiers résultats, et c'est un tableau qui est assez, je trouve, parlant. Alors, malheureusement, j'ai justement un petit rectangle qui vient se mettre juste devant un de mes... Mais bon, ça cache juste un chiffre, donc je pense qu'à mon avis, vous le voyez, mais moi pas. Bon, avance moyenne des élèves scolarisés initialement pendant 4 ans dans des petites classes. Donc, on regarde en mathématiques et en lecture dans la langue, évidemment, de l'enseignement, c'est-à-dire l'anglais en l'occurrence ici. Alors, quand vous regardez en ce qu'on appelle là-bas le grade 4, donc l'équivalent de notre 4e primaire, oui, j'ai dit 4 ans, je n'ai pas dit dans quelles années, je pense. Donc, c'était dans ce qu'on appellerait chez nous la 3e maternelle, donc la dernière année de maternelle avant l'entrée à l'école primaire, et les 3 premières années de primaire. Donc, c'est pendant ces 4 années-là que les élèves qui ont été glissés dans des petites classes se sont retrouvés à ce moment-là. Et puis, après, à partir de la 4e primaire, l'équivalent de notre 4e primaire, ils ont été donc mélangés. Et en 4e primaire, on voit que l'avance en lecture, si je ne me trompe pas, c'est 6 mois, c'est le seul chiffre que je n'arrive pas 9 mois. à... 9 mois en lecture. Ah, pardon, en mathématiques, je voulais dire en mathématiques. C'est 6 mois, je pense, en mathématiques. Hein, oui. Et en lecture, c'est donc 9 mois, effectivement. Donc, on voit que c'est déjà une avance quand même très conséquente. N'oublions pas qu'on parle d'élèves qui ont donc là une dizaine d'années à peine. Hein, donc, et ça fait seulement la 4e année qu'ils sont scolarisés dans le primaire et ils ont déjà respectivement 6 mois et 9 mois d'avance. C'est très conséquent. Mais c'est encore beaucoup plus intéressant quand vous regardez la colonne de droite. Vous voyez donc en grade 8, donc l'équivalent de notre 2e secondaire. Là, l'avance, non seulement s'est maintenue, mais elle s'est accentuée. Donc 12 mois en mathématiques et 13 mois en lecture. Donc ça veut dire que le fait d'avoir été dans des petites classes dans les premières années a construit manifestement un rapport à l'école, un rapport au savoir plus favorable, qui fait que même ensuite, lorsqu'ils sont glissés et remis dans des classes normales et mélangés avec leurs condisciples, ils gardent cet avantage et cet avantage continue de s'accentuer. Donc ça, je trouve que c'est en soi déjà un résultat extrêmement parlant et intéressant. Alors, il y a évidemment plein d'autres chiffres dans cette enquête STAR, on ne va pas tous les voir, bien sûr, mais intéressant aussi en 10e année, donc le grade 10, comme il dirait, donc l'équivalent de notre 4e secondaire. Eh bien là, on voit que les élèves, là on a un tableau en 2 colonnes avec les élèves de petite classe et les élèves de classe normale, entre guillemets bien sûr. Si vous regardez en retard scolaire, donc c'est-à-dire les élèves qui ont redoublé au moins une année, 16,7% dans les petites classes, 43,5% dans les classes normales, c'est évidemment très significatif comme différence. On est pratiquement au triple en fait, hein, que je ne dise pas de bêtises. Oui, on n'est pas tout à fait au triple, mais on est à 2 fois et demi quand même, donc c'est un facteur extrêmement important. Alors, les élèves en décrochage, heureusement, évidemment, là, les pourcentages sont beaucoup plus faibles, mais on voit que l'écart est encore, enfin, la différence est encore plus grande, puisque là, c'est carrément plus que quadruplé, hein, donc 1,8% dans les petites classes, 8,5% dans les classes normales. Et donc, là, on voit que l'effet est très important aussi. Même chose pour les absences annuelles par 100 élèves, c'est comme ça qu'ils ont mesuré dans l'enquête. Donc, voilà, à chaque fois qu'un élève est absent un jour, on compte évidemment un jour et on additionne comme ça pour 100 élèves. Eh bien, pour les petites classes, 32 jours sur une année, donc en moyenne. Pour les classes normales, 62 jours. Donc là, on est quasiment du simple au double. Et enfin, la cote moyenne en maths, mais ça aurait donné un résultat similaire, du même type, en tout cas en lecture, on voit une petite classe, cote moyenne en 10e année, donc en 4e secondaire, 73%, disons en arrondissant, et 62% dans les classes normales, donc plus de 10% d'écart. Tout ça, c'est statistiquement très significatif, me semble-t-il, et très parlant. Alors, voilà, ici, ça n'est pas traduit, mais je pense que ça ne va pas poser le moindre problème. Donc là, on regarde plutôt les taux de diplomation. Donc là, on est encore plus loin, on est à la fin du secondaire, taux de diplomation et niveau atteint à la fin du secondaire. Alors, voilà, vous voyez là tout à fait la colonne de gauche, hein, le nombre d'années passées dans les petites classes. Donc si c'est 0, évidemment, ça veut dire que c'est les élèves qui se sont retrouvés dans les classes normales. Bon, 1, 2, 3, on ne va pas trop regarder. Et 4, c'est les élèves qui ont passé l'expérience normale, donc les 4 premières années de leur scolarité, donc 3e maternelle, 1, 2, 3 primaire, dans des classes plus petites. Alors, si vous regardez les 3 colonnes du milieu, le pourcentage de diplomation,
Alors, free lunch, no free lunch, ça peut vous sembler évidemment un peu bizarre, étonnant. Il faut savoir que aux États-Unis, en tout cas au Tennessee, les élèves de milieux populaires, ceux qui sont de classe sociale défavorisée, ont droit à un repas chaud gratuit à midi. Et donc, c'est ça qu'on appelle free lunch. Et les no free lunch, c'est les autres. Donc, c'est les classes moyennes, les classes supérieures. Donc, autrement dit, pour le dire rapidement et caricaturalement, free lunch, c'est les pauvres et no free lunch, c'est les autres, hein. Alors, vous voyez, on a entouré en rouge pour se focaliser davantage sur les points les plus importants. Vous voyez que pour les classes normales, la différence est très significative entre les deux, 70,2 pour 70%, disons arrondissons, hein, qui obtiennent un diplôme de l'enseignement secondaire parmi les pauvres, et pratiquement 84% parmi les classes moyennes ou les riches. C'est pas forcément que les riches, évidemment, les classes moyennes sont aussi dans les no free lunch. Donc ça, c'est une différence très significative. Quand vous regardez dans les classes, enfin, dans les élèves qui ont fréquenté pendant 4 ans des petites classes, eh bien là, vous voyez que c'est même, en fait, il y a une nette avancée pour les free lunch, hein, vous avez 88% en arrondissant, et même, c'est même mieux que les autres, c'est 87. Évidemment, on est, comme on dit, tout à fait dans la marge d'erreur. Vous savez qu'en statistique, il y a évidemment des petites fluctuations, donc ça ne veut pas dire que les pauvres réussissent mieux que les riches quand on est dans des classes, dans des petites classes, mais en tout cas, ça veut dire a priori qu'ils ne réussissent pas moins bien, donc ils ont fait une très nette progression. Je trouve que ça, c'est encore même presque plus spectaculaire que le chiffre précédent, que le tableau précédent. Et vous voyez à droite le hall, ben là, évidemment, on a mélangé tous les élèves. Vous voyez quand même une progression de 76,3% à 87,8%. Si vous avez regardé de manière attentive les chiffres, vous aurez vu qu'il ne faut surtout pas se retrouver dans une petite classe pendant seulement 1 an, parce que vous êtes encore moins bien que si vous ne vous retrouvez pas du tout dans une petite classe. Je le dis sur le ton de la plaisanterie, à mon avis, ça concerne des échantillons très faibles, et donc c'est sans doute peu marquant, mais voilà, c'est comme ça. Alors, si vous regardez tout à fait à droite, maintenant, de nouveau en lecture et en mathématiques, le niveau atteint. Bon, alors là, vous avez des chiffres qui en soi ne sont pas extrêmement parlants, hein, 49,58, et puis vous passez pour les petites classes à 52,83, et c'est vraiment très, très, très similaire en mathématiques par rapport à la lecture. Ça n'est pas si peu significatif, en fait, parce que si vous voyez en dessous, c'est marqué Standard Deviations, donc ça, c'est ce qu'on appelle en statistique l'écart type. L'écart type qui est donc d'environ un peu plus que 5. Alors en gros, l'écart type, c'est une fourchette à l'intérieur de laquelle se trouve l'essentiel, pas la totalité, mais l'essentiel des résultats. Et donc, si vous avez 3 points d'écart, à peu près un peu plus de 3 points d'écart, entre 49,58 et 52,83, plus de 3 points d'écart sur un écart type d'un peu plus de 5, ça veut dire environ 3 cinquièmes, un peu plus de 3 cinquièmes. Oh, je suis passé sur la dia suivante sans le faire exprès, mais c'est pas grave. 3 cinquièmes d'écart type, c'est statistiquement quelque chose de quand même assez significatif. Alors, le suivant, ben là, on va encore un peu plus loin. On regarde le pourcentage d'étudiants qui ont passé un examen d'entrée dans l'enseignement supérieur. On ne peut pas aller plus loin, puisque je vous dis, pour STAR, on a suivi les élèves pendant 12 ans, donc on ne les a pas suivis dans leurs études supérieures. Mais voilà, on a pu voir ceux qui ont pu passer un examen ou qui ont pu accéder d'une manière ou d'une autre à l'enseignement supérieur. Alors, ici, ça peut sembler très particulier. Vous avez 4 colonnes, enfin, pardon, 4 séries de colonnes dans lesquelles vous avez des parallélépipèdes rectangles. Ces parallélépipèdes représentent donc les taux d'accès à l'enseignement supérieur. Alors, si je regarde d'abord à gauche, c'est pour l'ensemble des élèves. Et donc là, et c'est maintenant que je viens vers les fameux 11 000 et non pas 6 600 élèves qui ont participé à l'enquête STAR, parce qu'en fait, il n'y a pas 2 catégories, mais 3 catégories d'élèves. Il y a donc ceux qui ont été dans les petites, ceux qui ont été dans les grandes classes normales, et puis, enfin, il y a ceux qui ont été placés dans des classes normales en ce qui concerne le nom, mais qui ont pu bénéficier d'une aide supplémentaire. Donc, on a demandé à des enseignants de faire de la remédiation, etc. Donc, il y a aussi eu une aide supplémentaire qui a été apportée. Et ça, c'est donc chaque fois le parallélépipède rectangle le plus à droite de la série, donc celui, on va dire, en gris tacheté. Hein, et en noir, c'est les petites classes, et au celui du milieu, gris plus foncé, c'est les classes normales, mais sans aide particulière. Si on regarde pour l'ensemble des élèves, on voit que finalement, même si ça peut sembler étonnant, il n'y a pas vraiment de différence entre les classes régulières avec ou sans aide, et qu'il y a par contre un avantage pour les petites classes. Hein, vous le voyez ici, hein, cette différence-là. Alors, si vous regardez les 2 colonnes suivantes, les 2 séries de colonnes suivantes,
Whites, black, bah oui, vous avez compris, les blancs et les noirs. Alors ça, c'est typiquement, évidemment, états-unien, si j'ose dire. Hein. Oui, là, j'ai appuyé de nouveau sans le faire exprès, mais je vais de toute façon, j'allais y arriver très vite. Bon, en gros, aux États-Unis, même si c'est terrible de le dire ainsi, blanc, noir, c'est en gros classe moyenne, classe supérieure pour les blancs et pauvre pour les noirs. Même si, évidemment, il y a aussi des noirs qui appartiennent à la bourgeoisie et des blancs qui appartiennent aux classes populaires et qui sont très pauvres. Ce qui est intéressant, c'est, vous voyez la petite flèche en bleu, quand vous comparez les différences entre les blancs et les noirs, eh bien, vous voyez que pour les petites classes, finalement, cette différence, elle n'est pas énorme. Alors que quand vous comparez pour les classes régulières, vous voyez la flèche est beaucoup plus grande, vous avez beaucoup plus de différences. Autrement dit, le fait de fréquenter des petites classes lisse nettement les inégalités entre les classes plus favorisées et les classes moins favorisées. Sur la série de droite, vous avez là, on revient au free lunch, donc là on ne s'occupe pas de la couleur de la peau et donc de l'origine ethnique, mais uniquement les pauvres. Donc la plupart des noirs s'y retrouvent, mais pas tous, et il y a un certain nombre de blancs qui s'y retrouvent. Et là, ce qu'on voit, c'est que le fait d'appartenir, d'avoir par exemple, si vous regardez tout à fait à droite, le fait d'appartenir à d'avoir été dans une classe normale, je vais revenir en arrière, le fait d'avoir été dans une classe normale, mais avec aide, bah, vous en bénéficiez quand même, alors que peut-être dans les classes plus favorisées, ça apparaît moins. Mais par contre, vous voyez que vous bénéficiez encore plus du fait d'être dans les petites classes. Donc voilà, je pense que l'enquête STAR, elle est relativement claire, qu'on regarde les résultats atteints dans les différents niveaux du secondaire ou du primaire, qu'on regarde les taux de diplomation ou qu'on regarde les taux d'accès à l'enseignement supérieur, il y a un net avantage à avoir fréquenté les petites classes. Maintenant, nous allons passer à une autre situation qui s'est jouée en Suède. Et je vais vous parler tout de suite d'une enquête, mais il faut savoir qu'au départ, ce n'est pas une enquête. À partir de 1962, il y a eu une loi qui a été votée en Suède, qui est une loi de limitation de la taille des classes. Jusque-là, bon, voilà, chaque école s'organisait un peu à sa manière. Et là, on a décidé qu'il y avait un maximum de 25 élèves par classe de la première à la troisième primaire et un maximum de 30 élèves de la quatrième primaire à la troisième secondaire, c'est-à-dire ce qui était à l'époque la fin de l'obligation scolaire en Suède, comme d'ailleurs beaucoup ailleurs. Alors, vous allez dire 25-30 élèves, c'est pas très ambitieux, ça reste encore beaucoup, et c'est vrai. Mais cette loi prévoyait aussi, et c'est ça qui est intéressant par rapport à l'étude qui a pu être menée beaucoup plus tard, c'est que cette loi, elle prévoyait un dédoublement automatique si les normes étaient dépassées. C'est-à-dire qu'il y a certaines classes, dans certaines écoles, on s'est retrouvé avec des classes de 24, 25, 28, 29, 30, et donc voilà, c'était comme ça. Et là où on passait à 26 ou à 31, il y avait un dédoublement automatique, c'est-à-dire qu'il apparaissait automatiquement des petites classes, des classes alors qui étaient constituées de, selon les cas, 12, 13 ou 15 élèves, 15, 16 élèves. Donc ça permet de faire, dans ce cas-là, des comparaisons importantes et intéressantes. C'est ce qu'a fait Fredrickson dans une étude qui a été publiée. Fredrickson et toute une équipe, hein, donc, qui a été publiée en 2011. Alors, l'objectif de cette étude, c'était de déterminer vraiment les effets à long terme. Donc, ils ont été rechercher des élèves pendant pas mal de générations et de voir aussi ce qui se passe, mais y compris même après, vous allez le voir, lorsqu'ils ont quitté l'enseignement, mais pas que. Alors la méthode, c'était d'observer une cohorte d'élèves à partir des... Alors là, ils ont pris les 3 dernières années de primaire, je ne sais pas pourquoi, et ils ont fait la comparaison entre ceux qui étaient dans les petites classes et les classes normales. Et voilà, donc, mais bon, en gros, donc là, ils ont regardé ce qu'ils ont appelé élèves petites classes, c'est ceux qui étaient dans des petites classes lorsqu'ils étaient en 4e, 5e, 6e primaire. Mais ils ont aussi regardé d'ailleurs aussi les intermédiaires. Il y avait pas que des classes des toutes petites et des grandes avec 25 ou 30 élèves. Il y a aussi des classes de 20, 21 élèves. Ils ont tout regardé, mais ils ont fait des comparaisons d'ailleurs, je dirais par élève, si j'ose dire. Et vous voyez que c'est relativement intéressant. Ceci dit, on peut dire, bon, on est dans l'école primaire, donc en général, la plupart des élèves qui ont fréquenté les petites classes en 4e, 5e, 6e, c'était aussi le cas en première, deuxième, troisième. La plupart du temps, bien sûr, on peut avoir changé d'école, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Et alors, les résultats, ils sont meilleurs
ces scores aussi bien dans les petites classes, tant pour les compétences cognitives que non cognitives. Ça veut dire non cognitives, ça veut dire par exemple les compétences comportementales, les attitudes, la socialisation, etc. Donc tout ça, c'était plus favorable pour les élèves qui avaient fréquenté les petites classes. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas très précis. Effectivement, cette enquête, elle est extrêmement technique, euh, avec des chiffres avec des tableaux de chiffres et des graphiques surtout, mais lorsque j'ai un peu préparé ça et j'ai demandé aussi l'avis de mon assistant qui est parfois de bons conseils et il était d'accord avec moi sur le fait, parfois, rarement de bons conseils, mais parfois, et il me disait que oui, c'était effectivement sans doute un peu trop compliqué de présenter ça à des gens qui ne sont pas forcément spécialistes de statistiques. Donc, on va, pour cette enquête sur la Suède, se contenter de données, je dirais, qualitatives, mais vous allez voir que c'est quand même très intéressant. D'abord, premièrement, elle montre, cette enquête, qu'il y a un bénéfice à 13 ans, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, tant en termes cognitifs que non cognitifs, les résultats sont meilleurs pour des élèves qui sortent juste d'une période où ils ont été dans des petites classes, mais, et ça confirme ce qu'on a pu voir dans l'enquête STAR, c'est aussi le cas à 16 ans et à 18 ans. Donc, ils ont refait en quelque sorte des mesures de résultats à 16 ans et à 18 ans et ils ont pu constater que les bénéfices étaient toujours présents là aussi. Alors, troisième avantage, ils ont été beaucoup plus loin. Ils ont été regardés chez ces anciens élèves, je veux dire, qui étaient entre-temps devenus adultes et qui avaient trouvé un travail. Ils ont regardé entre 27 et 42 ans et ils ont mesuré les salaires, hein, et ils ont découvert que, en fait, par tranche d'élèves en moins, je dirais, il y avait un avantage salarial d'1,3%. Alors, je reviendrai là-dessus plus tard. L'intérêt, en tout cas, de parce qu'en soi, ce n'est pas les salaires qui nous intéressent ici au niveau de la peine, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont des salaires plus élevés? Ça veut dire qu'ils ont des études en général qui duraient plus longtemps, ils ont fait des études supérieures, ils ont fait plus d'études supérieures, et donc voilà, donc ça confirme aussi ce qu'on a vu autrement dans l'enquête STAR, ils ont manifestement obtenu de meilleurs résultats et qui ont pu perdurer longtemps, y compris donc apparemment dans l'enseignement supérieur. Alors, oui, on a déjà terminé avec cette enquête suédoise. Du coup, on va arriver déjà à la troisième et dernière. Alors, méta-analyse IPP. Alors, on est en Belgique, IPP, c'est pas ici l'impôt des personnes physiques, c'est une enquête française, d'accord? Et IPP, c'est l'Institut des politiques publiques. Alors, c'est une institution en France qui est essentiellement financée par l'État et des collectivités publiques, d'autres collectivités publiques, mais aussi par des ONG, mais aussi en partie subsidiés par des fonds d'entreprises privées. Et donc, comme leur nom l'indique, le but de cette institution, qui est quand même essentiellement une institution publique, mais c'est d'évaluer les politiques publiques essentiellement dans le domaine de l'économie. Donc, ils évaluent et ils donnent ensuite des recommandations au gouvernement par rapport aux politiques publiques. Et donc, eux, ce qu'ils ont fait, là, ils ont étudié, c'est ça le grand intérêt, ils ont étudié, c'est donc ce qu'on appelle une méta-analyse, ils ont pris 11 études différentes sur l'impact de la taille des classes et ils les ont compilées, les ont comparées et ils ont essayé de tirer des conclusions donc très globales de l'ensemble de ces études. L'enquête STAR en fait partie, elle fait partie des 11. L'enquête suédoise de Fredriksson, dont on vient de parler, également fait partie des 11. Alors, on va commencer par les conclusions. C'est un peu bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi. Après, on va un petit peu plus détailler certaines choses. Mais donc, la première chose, ils disent, et ça, évidemment, on ne tombe pas de notre chaise, ils disent c'est une politique coûteuse. Je voudrais rappeler que c'est essentiellement des économistes et qu'ils regardent essentiellement les conséquences économiques des politiques. Alors ils disent, évidemment, c'est une politique coûteuse, ça c'est clair, on sait bien que si on diminue la taille des classes, il faut donc engager plus d'enseignants et que c'est donc coûteux, mais ils disent, attention, c'est susceptible de réduire les écarts de performance si c'est ciblé et si c'est significatif. Donc leur conclusion est plutôt positive, mais ils disent bien que ça doit être significatif et que ça doit être ciblé. On va y revenir sur ce qu'ils entendent par là. Et justement, on y est tout de suite. Ils disent, attention, c'est beaucoup plus intéressant pour les élèves moins favorisés socialement, donc ils bénéficient davantage
de la diminution de la taille des classes. On l'a vu aussi quand on a, rappelez-vous, les parallélépipèdes rectangles qu'on voyait par exemple lors de l'enquête STAR. Donc il confirme ça, donc ce n'est pas que dans l'enquête STAR, sinon évidemment il ne le confirmerait pas. Pour l'ensemble des études, le résultat global, c'est ça. Alors ils font remarquer aussi que parfois, les interprétations sont difficiles car il y a des biais fréquents. Parce que pour la plupart des études qu'on mène sur la réduction de la taille des classes et l'impact de la réduction de la taille des classes, en fait, on ne travaille pas à une toujours très grande échelle et on dit à des directeurs, ouais, est-ce que vous voulez pas créer des petites classes chez vous? Donc on finance, ben alors on finance une ou deux classes qui va être réduite et puis pour les autres pas. Alors que fait le directeur? Ben, il choisit, évidemment, il met quelques élèves dans des petites classes et souvent, ben, il a tendance à, et ça passe une bonne intention de sa part, il se dit que les élèves de milieux défavorisés ont plus intérêt à se retrouver dans des petites classes. Donc, on fait des classes rien qu'avec des élèves défavorisés. Donc, on crée une sorte de ségrégation à l'intérieur de l'école s'il n'y en avait pas. Et parfois, c'est le cas, évidemment. Alors, évidemment, ça fausse les résultats. Parce que si vous mettez, entre guillemets, tous les élèves qui ont des difficultés dans la même classe, vous allez évidemment fausser les résultats. Et c'est parfois sur cette base-là, consciemment ou inconsciemment, que certains ont conclu que finalement, il n'y avait pas d'effet très positif. Quand en science, on mène une expérience, quelle qu'elle soit, on doit faire en sorte qu'il n'y ait qu'un paramètre idéalement qui varie. Et on dit toutes les autres choses, toutes choses égales par ailleurs, ça doit rester évidemment comparable, sinon évidemment on n'y arrive pas. Alors, ici, voilà, donc j'ai déjà parlé de ce biais fréquent. Alors, comment on peut faire pour neutraliser ce biais? Ben, ils disent qu'il y a deux manières, ce qu'on appelle techniquement et un peu en jargon de statisticiens, ce qu'on appelle les expériences randomisées, c'est-à-dire on s'arrange pour que ce soit typiquement au hasard que les choses se décident et qu'il n'y ait pas d'autres facteurs qui interviennent. Ça, comme je l'ai dit, c'est exactement le cas de l'enquête STAR, et c'est probablement la seule, à ma connaissance, en tout cas dans ce que j'ai pu voir moi je connais évidemment pas, je précise que je ne suis pas un spécialiste de ces questions et que donc je n'ai pas vu passer toutes les enquêtes sur la réduction de la taille des classes. Mais en tout cas, dans les 11 qui étaient pris en compte dans cette méta-analyse, il n'y avait que STAR qui était une expérience randomisée. Alors, il y a une autre méthode qui est quand même relativement efficace aussi, c'est ce qu'on appelle les quasi-expériences, c'est-à-dire où ce n'est pas une expérience dans laquelle directement les chercheurs ont les choses en main, mais où on sait que de la manière dont ça se passe, en gros, ça se passe plus ou moins au hasard quand même. Et c'est le cas de l'expérience suédoise, puisque je vous ai expliqué, ben, ce n'est pas les directeurs qui choisissent quand, à un moment donné, il arrive en 31e élève ou un 26e élève. Ben, à ce moment-là, on divise les classes, on dédouble automatiquement, et du coup, vous avez deux petites classes. Et donc, ce n'est pas le directeur qui choisit, celui-là va rester dans une grande et celui-là dans une petite, celui-là va aller dans une petite. Bah, d'office, tout le monde, puisqu'on dédouble, se retrouve dans les petites classes. Donc, ça, c'est intéressant. Et donc, l'expérience suédoise, pour ça aussi, est assez fiable. Mais il y en a d'autres. Alors, quels résultats est-ce que ces chercheurs français arrivent dans leur fameuse méta-analyse? Et d'abord, ils font une distinction entre le primaire et le secondaire. Il faut savoir qu'en secondaire, il y a peu d'études qui ont été menées. Et donc, sur les 11 études, il y en a 9 qui ont été menées dans le primaire. Et leur conclusion, c'est que 7 études sur 9 trouvent des effets significatifs et évidemment, toujours dans ce cas-là, des effets positifs. Il n'y a aucune enquête qui a montré, on aurait quand même été très étonné, que le fait de se retrouver dans des petites classes a des effets négatifs sur les élèves. Donc il y en a 2 qui ont montré que selon elles, il n'y avait pas d'effet, et les 7 autres ont montré des effets positifs. Parmi celles-là, bien sûr, STAR, bien sûr l'enquête de Fredriksson en Suède, mais donc 5 autres études ont conclu à des effets significativement positifs. Il faut savoir que dans les 2 qui ne trouvent pas d'effet significatif, il y en a une des 2 qui n'est pas ni randomisée ni une quasi-expérience, donc qui est une expérience, une étude qui pourrait être susceptible d'acquérir, dans laquelle il pourrait y avoir beaucoup de biais. Alors, par exemple, ben voilà, résultat de leur. Alors, globalement, donc pour l'ensemble des 9 études, si on fait
synthèse de tout ça, on arrive à 2 à 3% d'amélioration des performances par élève en moins dans la classe. Donc, chaque fois que vous avez un élève en moins, vous améliorez les performances globales des élèves de 2 à 3%, ce qui est quand même significatif parce que, évidemment, ça veut dire que si vous dédoublez une classe de 24, vous augmentez les performances moyennes de 20 à 30%. Et encore, j'ai pris ce chiffre parce que c'est le chiffre qui est cité dans la méta-analyse, mais si je compte bien, 24 divisé par 2, ça fait 12, et 12 fois 2 à 3%, ça ne fait pas 20 à 30%, ça fait encore un peu plus. Donc ça montre qu'il y a globalement une amélioration très significative, de nouveau, des performances des élèves lorsqu'ils sont dans des petites classes. Et là aussi, il confirme, donc ce n'est pas seulement Starr et ce n'est pas seulement l'enquête de Fredrickson qui montre ça, les effets, selon eux, globalement, de nouveau pour l'ensemble de ces études-là, sont 2 fois plus importants pour les élèves des milieux populaires. Et donc, vous allez voir que sur cette base-là, ils font ensuite des recommandations. Alors, pour ce qui est du secondaire, il n'y a que 2... Alors, ils disent 2 études réalisées. Moi, je ne vais pas le confirmer parce que, de nouveau, je répète, je n'ai pas la prétention d'avoir vu passer toutes les études qui ont été réalisées sur la taille des classes. En tout cas, eux, ils n'en ont étudié que 2 en 10 ans, et c'était donc en 2017 qu'ils ne connaissaient que 2 études sur le sujet, une réalisée en France même et une autre en Norvège. Et là, le résultat, par contre, est peu significatif, des effets beaucoup plus faibles quand effet il y a. Donc le professeur du secondaire que je suis, que j'étais en tout cas jusqu'il y a peu, évidemment, ça ne fait pas forcément plaisir de dire ça, mais on est bien obligé de constater que c'est surtout dans les débuts de la scolarité, certainement en primaire et beaucoup plus qu'en secondaire, que les effets de réduction de la taille des classes sont intéressants, mais c'est quand même intéressant aussi pour les profs du secondaire, puisqu'ils reçoivent ensuite des élèves qui, manifestement, sont mieux préparés à suivre l'enseignement. Alors, ils ont aussi regardé les effets à long terme, en tout cas dans les études pour lesquelles, évidemment, c'était possible de le faire, ces chercheurs français. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté une participation plus nombreuse aux examens d'entrée et des meilleures notes, parce qu'évidemment, on pourrait dire, oui, c'est peut-être le fait de se retrouver dans des plus petites classes, à donner peut-être un peu plus confiance, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont inscrits plus nombreux à l'examen d'entrée. Mais non, ils ont aussi obtenu des meilleurs résultats. Alors, une probabilité plus grande pour les élèves de petite classe, évidemment, d'accéder à l'université. Alors, vous allez dire, c'est un peu la même chose. Pas tout à fait, parce qu'évidemment, vous savez bien qu'il y a de nombreuses filières universitaires où il n'y a pas d'examen d'entrée. Donc là, oui, globalement, plus d'élèves qui avaient été dans les petites classes sont rentrés à l'université. Ils ont fait en moyenne de plus hautes études, parce que ça veut dire, je me souviens d'un prof que j'avais à l'UNIF qui disait ce n'est pas le tout de rentrer à l'université, encore faut-il en sortir. Et donc là, il y en a manifestement plus qui en sont sortis. Ils ont de meilleurs taux d'emploi. On n'en est pas très étonné quand on sait que le niveau de diplomation, évidemment, joue un rôle très important dans les taux d'emploi. Il y a beaucoup plus de chômage chez les personnes qui sont sous-qualifiées et les revenus sont plus élevés pour évidemment la même raison, bien sûr. Alors, autre point, donc là, ici, on a un peu essayé de tordre le cou au premier canard, c'est-à-dire celui qui dit il n'y a pas d'effet significatif. On voit que globalement, dans la plupart des études un peu sérieuses, on montre des effets et même parfois très significatifs. Maintenant, est-ce que oui ou non, il faut quand même d'abord mieux former les enseignants? Eh bien, leur conclusion est très claire. Ils disent explicitement dans les 9, on va parler seulement de celles de primaire, puisque les autres n'ont pas été très concluants, les 2 autres n'ont pas été très concluants, dans les 9 enquêtes que nous avons étudiées, il n'y a jamais eu de formation des enseignants qui était faite en parallèle, de meilleure formation pour mieux tirer profit des petites classes, etc. Donc, ils disent, ceux qui annoncent ça le font de manière totalement gratuite. Il n'y a rien de sérieux qui permet d'affirmer ça. Donc ça, c'est quand même, je pense, important. Alors du coup, il pose la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que le simple fait de mécaniquement diminuer de manière significative la taille des classes a des effets positifs. Alors là, évidemment, on en est réduit aux hypothèses. On peut pas, les enquêtes qui ont été menées ne permettent pas de répondre avec certitude à cette question, mais les hypothèses qu'ils émettent me semblent de bon sens, et je pense que tous les enseignants parmi nous ne pourront qu'y souscrire. D'abord, on
on peut supposer que dans des plus petites classes, il y a plus d'engagement des élèves dans leurs tâches, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils se sentent mieux soutenus probablement, parce qu'ils ont plus tendance à être attentifs et tout ce qu'on veut, mais aussi peut-être parce qu'ils savent que s'ils ne s'engagent pas dans leurs tâches, ils seront plus facilement repérés. Et donc, voilà, mais en tout cas, bon, ça c'est une possibilité, plus d'engagement dans les élèves dans leurs tâches, moins de problèmes de discipline. Tous les enseignants savent bien que si vous avez 30 élèves à gérer, vous avez plus de risques d'avoir des problèmes de discipline que si vous en avez 15. Et si vous avez des problèmes de discipline, pendant que vous êtes en train de les régler, vous n'enseignez pas, hein. Et donc, évidemment, c'est aussi utile. Alors, ils disent plus de temps passé à l'enseignement, ce n'est pas que lié au point précédent, parce que même si vous n'avez pas de problème de discipline, je n'ai pas eu personnellement beaucoup de problèmes de discipline, j'en ai parfois eu, j'ai eu une ou deux classes difficiles dans ma vie, mais j'en ai pas eu beaucoup. Mais même quand je n'avais pas de problème de discipline, j'ai toujours remarqué que si j'avais une classe de 25 ou 30, ben, je devais parfois répéter 3 fois la même chose. Pas parce qu'il y avait eu un problème de discipline, mais parce que les élèves sont plus distraits, ils se laissent plus facilement distraire par leurs voisins, sans parler forcément très haut, etc. Et donc oui, on doit répéter 3 fois la même consigne quand on a une classe de 30, et ce n'est pas le cas quand on a une classe de 15. Donc oui, le niveau, le temps passé à l'enseignement est évidemment plus important. Et alors aussi, plus de prévention que de remédiation. C'est évident que si vous avez une plus petite classe, vous voyez tout de suite vous pouvez beaucoup plus facilement ressentir quels sont les élèves qui ont des difficultés. Ils osent plus facilement s'exprimer dès qu'ils ont une difficulté, et vous pouvez donc ainsi directement, plus facilement régler le problème, alors que sinon, bah, c'est quand vous avez les premiers tests, les premières interros, parfois plusieurs semaines après un cours que vous avez donné, que vous pouvez constater qu'il y a un problème. Vous essayez de faire de la remédiation pour autant que vous en ayez les moyens, mais ce n'est pas aussi efficace probablement que la prévention. C'est en tout cas les hypothèses qu'ils émettent. Alors évidemment, j'ai voulu rajouter ça parce qu'ils le disaient aussi dans leur enquête, il ne faudrait pas en conclure que c'est un plaidoyer pour ne pas mieux former les enseignants. Parce que, comme ils le disent eux-mêmes, certainement si les enseignants étaient mieux formés pour tirer profit encore plus de la diminution de la taille des classes, et il y a certainement moyen de le faire, ce serait sans doute encore plus efficace. Donc ce n'est pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas réformer la formation des enseignants, qu'il ne faut pas, de manière générale, d'ailleurs pas seulement sur la taille des classes, mais qu'il ne faut pas non plus les former à en tirer profit, mais simplement, on ne peut pas se cacher derrière l'idée de dire formons d'abord mieux les enseignants, on verra après pour la taille des classes, parce que si on ne fait que ça ne sert à rien, c'est faux, hein. Donc même si on diminue ça, si on ne fait que, entre guillemets ça, diminuer la taille des classes, eh bien, c'est quand même très intéressant. Alors, terminer par la suggestion de ces chercheurs français. D'abord, ils disent qu'il faut se concentrer sur les milieux populaires, puisque manifestement, c'est là que c'est le plus efficace. Donc, ils proposent si vous voulez, au gouvernement, parce que ça, ils font des recommandations, ils disent, eh bien, il faut diminuer la taille des classes dans les quartiers, dans les régions où les milieux populaires, dans les écoles plutôt, où les milieux populaires sont massivement représentés, c'est là qu'il faut concentrer les efforts. Ils disent, parce que si on le généralise, il y aura deux inconvénients. Premièrement, ça va coûter très cher. Évidemment, je rappelle que ce sont des économistes qui sont là pour conseiller le gouvernement sur tous les aspects. Donc, eux, évidemment, ils tiennent compte. Et c'est vrai qu'évidemment, si on le fait de manière généralisée, ça va coûter bien plus cher encore, même si c'est dans les milieux populaires, ça aura déjà un coût, bien sûr. Et il y a aussi un deuxième inconvénient que nous ne pouvons pas balayer d'un revers de la main, c'est le risque de diminution de la qualité du recrutement. On parle bien sûr ici des enseignants. C'est clair que si vous diminuez drastiquement la taille des classes partout, vous devez engager beaucoup plus d'enseignants. Et certainement, dans la situation dans laquelle on est actuellement chez nous, mais je pense que c'est un peu le cas en France aussi, on a déjà des problèmes de pénurie. Vous devez dans ce cas-là diminuer fortement vos exigences, enseigner des gens, recruter des gens qui n'ont pas forcément les diplômes requis, etc. Et donc évidemment, si c'est pour perdre en qualité d'enseignants, vous n'allez pas forcément globalement y gagner. Donc ils disent, soyons plus raisonnables. Et en plus, ils disent il faut se concentrer sur les milieux populaires parce qu'ils en bénéficient davantage, donc ce sera plus efficace pour lutter contre les inégalités. Ce qui n'est évidemment pas faux non plus.
Alors, il donne un dernier point sur lequel je vais revenir, mais là, je rappelle de nouveau que ce sont des économistes. Ils disent attention, si on se concentre sur les milieux populaires, et donc si on ne fait pas quand même des coûts trop drastiquement élevés, ça pourrait même être économiquement rentable pour les autorités publiques. Et ils ont calculé que ce serait, selon eux, que ce serait le cas si le gain salarial de 2 années passées dans une classe dédoublée est supérieur à 1%. Donc, autrement dit, si quand vous avez passé 2 années dans une petite classe, vous avez un gain salarial supérieur à 1%, alors bah, ça veut dire, selon eux, il y aura beaucoup plus de gens qui auront un salaire plus élevé et donc qui seront davantage taxés, et donc le gouvernement retrouvera ses billes, comme on dit dans ces cas. Alors, je pense qu'on est arrivé au bout. Je voudrais faire un double commentaire. Je vais d'abord peut-être quitter ce PowerPoint et revenir avec vous de manière plus directe. Je voudrais faire 2 commentaires par rapport à ça. Le premier est le moins fondamental, mais je voudrais dire que à la peine, nous ne croyons pas du tout à cette dernière hypothèse, c'est-à-dire le fait que finalement, globalement, l'ensemble des élèves, enfin, des élèves qui sont futurs travailleurs, gagneraient plus. C'est méconnaître la manière dont fonctionne notre système économique, qui est un système d'économie de marché, et on rétribue éventuellement des connaissances si elles ne sont pas partagées par tout le monde. Par exemple, il fut un temps où beaucoup de gens ne savaient pas lire. Si on savait lire, eh bien oui, on avait en général un salaire plus élevé parce qu'un certain nombre de métiers nécessitaient de savoir lire. Et donc, voilà, c'était une compétence qui était valorisée et qui était donc aussi financièrement valorisée. Bah, maintenant, malheureusement, je ne peux pas dire que tout le monde sait lire, mais il y a quand même cette compétence de lecture est quand même beaucoup plus largement partagée, et on n'est pas mieux payé si on sait lire quand on fait tel ou tel métier. Et donc, c'est vrai aussi d'autres compétences. La masse salariale globale ne va pas changer dans le système concurrentiel dans lequel on se trouve, qui est un système extrêmement je dirais, compétitif et presque violent de ce point de vue-là. Eh bien, il est évident que ce qu'on va dire, c'est si tout le monde bénéficie de certaines compétences, bah, il n'est plus nécessaire de les rétribuer mieux. Et au contraire, quelque part, pour la même compétence, on sera même moins bien payé que maintenant, parce que ça ne sera plus, il n'y aura plus de raison de le valoriser. Bon, ça c'est un aspect secondaire, parce que de toute façon, pour nous, ce qui est important au niveau de la PET, c'est pas si les gens vont être mieux ou pas payés après, c'est de constater que, en tout cas, ils font plus d'études supérieures, et que donc, s'ils ont été dans des petites classes, et que donc, les petites classes sont, de ce point de vue-là, efficaces en termes de niveau atteint. Et ça, c'est pour nous le seul intérêt de cette enquête-là et de ces résultats-là. Alors, qu'en pense la PED par rapport à ces revendications, ces recommandations, pardon, de ces études de l'IPP? Alors, je dirais, il faut regarder à 2 niveaux. La PED pense qu'il faut toute une batterie de mesures, qu'il faut mettre en place toute une batterie de mesures pour arriver à lutter efficacement contre les inégalités. Et je veux être très clair ici, nous avons parlé de la taille des classes parce que c'était le sujet, et je pense que c'est un sujet vraiment fondamental et intéressant, mais la diminution de la taille des classes n'est pas, selon nous, et pas seulement selon nous, selon la part des recherches qui ont pu être menées en sciences de l'éducation, n'est pas le facteur principal. C'est un facteur très important, mais ce n'est pas le plus important pour lutter contre les inégalités. Pour lutter contre les inégalités, le facteur le plus important, c'est encore la lutte contre la ségrégation, et donc là, je dirais, une régulation meilleure de l'affectation des élèves, une régulation plus importante de l'affectation des élèves. Et donc, si vous faites ça, et ce sera d'ailleurs le sujet d'un prochain webinaire si je ne me trompe pas, nous aurons dans ce cas-là une beaucoup plus grande mixité sociale, et donc leur recommandation, quelque part, d'une certaine façon, n'a plus de sens, puisque vous ne savez pas dire je vais diminuer la taille des classes seulement là où les milieux populaires sont massivement représentés, puisque idéalement, ça ne devrait pas être le cas. Donc au niveau de notre position fondamentale, nous ne pouvons pas rejoindre ça. Pour nous, ce qu'il faut, c'est effectivement une taille des classes réduite, mais encore plus important, avoir plus de mixité sociale et donc plus de régulation pour limiter la ségrégation. Maintenant, nous ne sommes pas dans le tout ou rien, même si pour certaines des mesures que nous préconisons, nous pensons effectivement que si elles sont isolées, elles pourraient être pire que bien. Ce n'est certainement pas le cas de la diminution de la taille des classes. Donc si on diminue la taille des classes, on ne va certainement pas faire du tort globalement. Donc on pourrait imaginer
en étant un peu pragmatique, que dans la situation actuelle, oui, si on diminuait de manière significative la taille des classes, même si on se limitait au milieu populaire, ça aurait évidemment un impact positif et on ne va pas s'y opposer, évidemment. Voilà, je vois que j'ai effectivement parlé beaucoup plus que même que 3/4 d'heure, j'en suis désolé, mais j'espère que ça aura quand même pu vous intéresser. Et dans la mesure de mes très modestes moyens, je suis prêt à essayer de répondre à vos questions, mais évidemment, je ne sais pas ce qu'elles seront. Peut-être Cécile peut déjà dire, je n'ai absolument pas suivi ce qui s'est passé Donc, de ce point de vue-là. je reprends un tout petit instant la parole. Je vous rappelle que le meilleur moyen pour poser vos questions, c'est de les envoyer par le chat en conversation. Vous pouvez les envoyer à tout le monde ou les envoyer à Cécile. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Cécile qui, je pense, a déjà reçu un certain nombre de questions. Cécile, est-ce que tu peux peut-être nous relayer l'une ou l'autre de ces questions? Je sais que c'est toujours un choix difficile et qui est ennuyeux pour ceux qui n'ont pas leurs questions retenues, mais enfin, c'est le prix à payer pour le succès de nombre. Je vous rappelle qu'en principe, nous sommes en réunion jusqu'à 21h30, mais on va essayer de ne pas aller au-delà. Cécile. Oui, bah, d'abord, Jean-Pierre, bravo, parce qu'il n'y a pas de questions de compréhension sur ton exposé. Donc, visiblement, tout était clair. J'ai deux questions, après, c'est plus des remarques générales un peu, ou des interrogations un peu plus générales, mais Gaëtan disait, par exemple, pose la question, si effectivement elle le croit, effectivement, tout ce que tu viens d'expliquer, les bénéfices pour les classes primaires, elle se demande pourquoi est-ce qu'on n'observe pas les mêmes bénéfices dans le secondaire. Est-ce que tu veux une deuxième question ou tu réponds d'abord à celle-là Celle-là, ça va être très rapide, mais non, posons. J'en ai une autre qui était en fait, puisque effectivement, comme tu l'expliquais, les bénéfices se font plus ressentir auprès des catégories défavorisées. Comment est-ce qu'on fait pour limiter les petites classes aux catégories défavorisées? Est-ce qu'on met tous les pauvres dans la même classe, dans la même école? Voilà, un peu de provocation. Voilà, le reste, après, c'est plus des... Bon, alors je vais. La première réponse, la première question plutôt, pourquoi c'est pas mesurable dans le secondaire? Pourquoi on ne trouve pas d'effet significatif dans le secondaire? Je sens poindre là une déception d'une prof qui est probablement prof dans le secondaire. Comme je l'ai dit, ça ne me fait pas plaisir à moi de le dire non plus. Mais d'abord, premièrement, je vais être franc, fondamentalement, je n'en sais rien. Pourquoi on ne l'a pas mesuré? Je peux juste faire des hypothèses. D'abord, premièrement, on peut se consoler en se disant que ça ne concerne que 2 études et que peut-être statistiquement, voilà, c'est pas, on pourrait imaginer que ça se marque. Mais ceci dit, je crois quand même que pour moi, la réponse la plus sérieuse à ça, mais peut-être qu'il y a des gens plus compétents que moi qui pourraient renchérir, mais moi, je considère que quand on a déjà si on a passé ces études primaires dans des classes surpeuplées et qu'on a accumulé du retard, qu'on a considéré qu'on était nul et que donc l'école, on n'est pas trop fait pour, eh bien, moi je pense que quand on arrive dans le secondaire, c'est un peu tard pour se convaincre du contraire. C'est terrible à dire, mais je pense que c'est comme ça. C'est la seule explication que je vois à ça, parce que c'est évident que tous les profs du secondaire savent que lorsqu'on diminue la taille des classes, oui, c'est plus confortable pour le prof, c'est certainement plus confortable pour l'élève, ça améliore certainement la qualité de l'enseignement. Je pense qu'il n'y a pas de doute par rapport à ça, mais sans doute que pour des élèves qui sont déjà intimement persuadés et qui ont déjà, ce n'est pas seulement qui sont persuadés, ils ont déjà effectivement à ce moment-là accumulé du retard et il est difficile à combler. Et comme en plus ils sont persuadés qu'ils ne sont sans doute pas les meilleurs élèves du monde, eh bien, je pense que c'est sans doute un peu tard. C'est la seule explication que je vois. Si quelqu'un en a une autre, qu'il n'hésite surtout pas à la donner. Quant à la limitation, comment on pourrait faire pour limiter les petites classes uniquement dans les milieux populaires, c'est ce que j'ai dit à la fin. C'est pourquoi la peine ne peut pas rejoindre tel quel comme position comme principe fondamental cette revendication, parce que justement, nous, on ne veut pas que les gosses de milieux populaires soient scolarisés ensemble dans les mêmes écoles, dans les mêmes classes, et donc on ne veut pas de ça fondamentalement. Ça ne peut pas être pour nous le Graal, ça ne peut pas être pour nous l'objectif fondamental. Mais comme je l'ai dit, on ne doit pas non plus être
intégriste. On sait maintenant, moi je peux vous dire, hein, où sont les gosses de milieu populaire à Bruxelles, on sait dans quel quartier ils se trouvent, quelles écoles ils fréquentent. Et donc oui, on pourrait imaginer dans un premier temps qu'effectivement, dans ces écoles-là, on mesure les indices socio-économiques, hein, globalement des écoles. Donc ça, ce sont des données qu'on a notamment pour ce qu'on appelle les discriminations positives, etc. Donc on pourrait décider que dans ces écoles-là, on investit davantage de moyens de NTPP pour diminuer significativement la taille des classes. Donc c'est techniquement possible, ça serait certainement une amélioration par rapport à la situation actuelle, mais ce n'est pas l'objectif final qu'on vise. Évidemment, on veut la mixité, et donc dans ce cas-là, c'est clair que cette revendication, cette recommandation n'est plus applicable, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, une peut-être bien placée là pour une petite avant, je suis en train d'essayer de faire la synthèse des autres. Est-ce que le ministre des Finances et de l'Éducation ont déjà abordé cette question en Belgique? D'abord, le ministre des Finances en Belgique, il finance il finance les communautés, mais bon, ça, la réponse est certainement non. En ce qui concerne la ministre de l'Éducation, dont on parle maintenant en communauté française, hein, on est bien obligé de faire distinction puisque même si ça ne nous plaît pas, l'enseignement est communautarisé. Alors, oui, la ministre j'ai déjà eu quelques échanges, quelques considérations avec elle, et elle ne nie évidemment pas l'intérêt de la diminution de la taille des classes. Je pense que ça, il faut avoir l'honnêteté de dire que c'est quelqu'un qui ne va pas nier la réalité. Et donc, mais bon, ce qu'elle répond, c'est qu'évidemment, avec les moyens dont elle dispose, elle ne peut pas faire beaucoup plus que ce qu'elle fait. Et donc, voilà, voilà, on en reste là pour l'instant. Il y a quelques petites expériences pilotes qui ont pu être menées par-ci, par-là. Mais bon, voilà, pour l'instant. Et le pire, c'est que sur ce point-là, avec les budgets dont il dispose, je suis malheureusement obligé de lui donner raison. Mais le scandale, c'est évidemment de ne disposer que de tels budgets pour un domaine qui est quand même un domaine assez fondamental. Maintenant, il est vrai aussi que ça mérite une réflexion. Je n'ai pas une réponse comme ça toute faite, mais même dans le cadre du budget actuel, si on regarde les taux d'encadrement brut, on devrait avoir beaucoup moins d'élèves par classe. Donc il y a énormément de gaspillage, entre guillemets, qui sont faits, et ça mériterait aussi d'être étudié, je trouve, un peu plus en détail. Je pense que il y aurait moyen d'avoir un peu moins d'élèves par classe, même avec les budgets actuels, mais je ne plaide évidemment pas pour le maintien des budgets actuels, ça va de soi. Peut-être en lien avec ce que tu viens de dire, alors une remarque qui a été faite à propos justement en cours de la taille des classes d'enseignement secondaire. Une des explications, c'est peut-être le marché scolaire, justement, et avec deux hypothèses avancées par la personne. Donc, ce n'est pas vraiment une question, hein, c'est plutôt une réflexion. Oui. Premièrement, que chaque directeur veut maintenir les conditions d'apprentissage les plus favorables pour les options qui flattent, selon lui, l'image de son école. Et donc, du coup, ça va favoriser là des petites classes, visiblement, mais pour ce genre d'options. Ou alors que chaque directeur veut maintenir le plus possible d'options, même faiblement peuplées, pour attirer plus d'élèves que l'école voisine. Et donc, ça expliquerait en fait le fait que certaines classes, visiblement, soient plus réduites dans l'enseignement secondaire. Et à propos du marché scolaire aussi, quelqu'un nous pose la question, on dit, ne pensez-vous pas que justement que tant que les parents ont le choix de l'école, la mixité va être difficile, mais bon, ça c'est en lien plus indirect avec notre sujet d'aujourd'hui. Alors, concernant la première, donc, les deux premières explications, oui, moi je peux les entendre. Ça peut être, je ne sais évidemment pas si c'est vrai ou pas, mais ça peut certainement être une explication que, en tout cas, dans le cadre du marché scolaire, les directeurs cherchent à maintenir des options qui peuvent être et à favoriser des options qui peuvent être, disons, marketing et qui quelque part jouent un facteur attractif ou un effet attractif sur l'école. Ça me semble certainement important. Et donc oui, c'est tout à fait possible que ce soit une part de l'explication. Je ne peux pas en dire plus, mais oui, je peux entendre ce genre d'explication. Par rapport au marché scolaire, oui, bien sûr. Hein. Alors, ceci dit, moi, je ne critiquerai pas en soi la liberté de choix des parents, mais cette liberté ne doit pas être totale,
complète. La liberté, c'est une valeur parmi d'autres. Et je fais encore le lien avec la pandémie qu'on vient de vivre. Il y a quelques mois ou un an, si on avait dit la liberté, et moi c'est ce que je pense, est une valeur très importante, mais n'est pas la seule, et elle doit parfois être mise en balance avec d'autres valeurs, on m'aurait traité de je ne sais pas quoi, ou plutôt de je sais très bien quoi. Mais voilà, alors que maintenant, on a bien vu que, par exemple, pour maintenir une autre valeur qui est quand même l'importance, la santé publique, on a été obligé de temporairement et partiellement restreindre la liberté. C'est la même chose pour l'école. La liberté de choix des parents n'est pas en soi quelque chose de scandaleux. On peut avoir envie de choisir l'école de son enfant pour de bonnes raisons. Par exemple, parce qu'on préfère qu'il soit plus près de son lieu de travail que de son domicile ou que sais-je, ou parce qu'on connaît des gens qui travaillent dans telle école où il a déjà des amis dans une certaine école. Pourquoi pas? Tout ça est envisageable, mais ça doit se combiner avec autre chose. Et je ne vais pas trop insister là-dessus parce que ça fera l'objet du webinaire suivant et je ne voudrais pas manger le pain de Nico qui va l'expliquer beaucoup plus en détail à ce moment-là. Nous avons aussi une enquête là-dessus avec le GIRCEF qui a montré que c'était possible. Donc le but n'est pas d'interdire la liberté de choix des parents, mais je dirais de l'encadrer en faisant une proposition d'école aux parents. Et si on fait une proposition d'école et qu'on peut faire l'hypothèse que les parents plutôt de milieux plutôt défavorisés, voire de classe moyenne, accepteront l'école qui leur est proposée, alors on pourra faire usage de la liberté, mais il n'y aura plus à ce moment-là des écoles ghetto de riches et des écoles ghetto de pauvres. Et donc oui, il faut certainement s'attaquer au marché scolaire pour diminuer les inégalités. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est même, je l'ai dit tantôt, l'élément principal, mais je ne dirais pas qu'il faut supprimer purement et simplement la liberté de choix des parents, mais qu'il faut certainement l'encadrer. Autre petite question peut-être directe, est-ce qu'il ne faudrait pas réduire la taille des écoles? Réduire la taille des écoles, oui, probablement, effectivement, mais c'est encore autre chose, évidemment. Mais nous ne sommes pas favorables à ce qu'on appelle les écoles mastodontes, dans lesquelles il y a parfois, et ça existe, des milliers d'élèves. C'est certainement pour les enfants de milieux populaires se retrouver dans un environnement, je dirais, parfois intimidant, évidemment très anonyme, et donc comme je l'ai dit, les enfants de milieu populaire ont besoin qu'on construise avec eux un rapport au savoir, un rapport à l'école qui est favorable. Et donc, les écoles mastodontes ne sont certainement pas les plus recommandées pour ça. Donc oui, des plus petites écoles, probablement, pas dans les villages, évidemment, etc., mais dans les grandes villes, peut-être des écoles, à taille plus humaine, ce serait certainement intéressant. Mais c'est encore là, on est dans une autre problématique, évidemment, que la taille des classes. Alors, désolée pour ceux qui n'ont pas encore entendu leurs réflexions, mais elles vont arriver. Marie Demeuse veut peut-être prendre la parole, mais en tout cas, je relais ce qu'il a déjà mis, qu'il y a aussi des effets inattendus dans certaines études. Et il parle par exemple d'une ancienne étude en 1993 d'un certain Hutmacher, je ne sais pas comment on dit. Et donc, il parle de la taille là, dans cette étude, a montré que la taille réduite a augmenté le taux de redoublement à Genève. Et donc, il souligne l'importance de suivre les expérimentations. Il fait remarquer aussi que la taille la plus petite, donc les classes les plus petites en secondaire, c'est surtout en professionnel, mais il souligne que ça arrive un peu tard. Mais d'où l'importance évidemment des petites classes au début, comme tu l'as souligné. Et d'ailleurs, à ce propos-là, un certain Benoît parle effectivement de ces classes de première et de deuxième différenciées, qui sont effectivement des petites classes, souvent 10, 11 élèves. Pourtant, là, les résultats sont catastrophiques malgré les moyens investis dans ces petites classes-là. Alors voilà, je te laisse ça pour l'instant. Oui, je ne peux que prendre acte de ce que... Mais je cède volontiers la parole quelques minutes à Marc s'il veut commenter son commentaire. Si j'ose dire, ce sera vraiment avec plaisir que je l'entendrai. Je ne sais pas s'il veut un petit peu en rajouter par rapport à ce qu'il a dit. Oui, moi je souscris tout à fait à ta présentation, donc je pense que ça présente bien la situation, mais ça veut aussi dire, comme tu l'as souligné, qu'il faut faire attention à un ensemble de paramètres. Un des paramètres que tu as dit, c'est
on ne veut pas lutter, enfin, on ne voudrait pas qu'il y ait moins de mixité au motif qu'on ferait des petites classes pour pauvres. Je pense que ça, c'est vraiment important à souligner. Si on ne tient pas compte de la gestion de l'hétérogénéité, si on permet de continuer à maintenir le redoublement, on a un effet paradoxal, comme Hugues Macher l'avait montré. C'est-à-dire qu'il y a toujours un élève par classe qui redouble parce que c'est comme ça quand on croit que le redoublement est efficace. Il en faut au moins un. Et donc, quand c'est 1 sur 15, bah, c'est une fraction plus importante que 1 sur 25. Donc, c'est un effet aberrant, mais auquel enfin, on doit se prémunir, évidemment, sinon on risque d'avoir on risque de démontrer très vite que ça ne marche pas, alors qu'en effet, on a toutes les raisons de penser que la réduction marche, surtout au début, et pas après des échecs. Moi, je pointais les classes de professionnels, mais la première, enfin, quand il existait encore un degré différencié, c'est un peu la même chose. C'est du curatif avec un petit groupe qui est déjà stigmatisé et marqué de l'échec de 6 années ou 7 années d'échec. Donc, c'est sans doute pas là qu'il faut... Enfin, c'est un peu tard pour arriver à s'en sortir. Et alors, la réduction de la taille des écoles, ça pourra avoir un effet paradoxal. C'est que dans une école qui a une certaine taille, c'est moins coûteux de faire plus de petites classes, en quelque sorte plus de petites classes, et on n'est pas obligé de sauter des quantités et finalement se ramasser des toutes petites classes ou ne pas pouvoir les diviser. Donc, oui. Il faut quand même, à mon sens, une certaine taille d'établissement si on veut pouvoir réduire la taille des classes. D'accord. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui à mon avis, doivent être pris en compte. Mais encore merci pour la très, très belle présentation. De rien. Donc, je constate que sur le secondaire, tu vas un peu dans le même sens de ce que j'ai répondu. Et pour la taille des classes, moi, je répondais que d'un point de vue strictement pédagogique, mais évidemment, il y a certainement d'autres facteurs et je comprends très bien celui que tu viens de mentionner. Donc, ça, il y a pas de... Et donc, c'est vrai qu'il faut tenir compte de tous les aspects quand on réfléchit à ce genre de choses, effectivement. Donc, je suis bien d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Cécile ? Alors, ça, ici, un peu deux interventions qui viennent et qui parlent un peu de l'hybridation, justement, qui est d'actualité. Oui. D'abord, Grégory qui dit qu'on peut engager un peu d'enseignants en plus, mais travailler sur des plans d'hybridation bien pensés et en lien avec les partenaires proches de l'école. Et là, Aurélie, je lis un peu, donc elle dit en quoi l'hybridation est-elle inacceptable pour diminuer par 2 la taille des classes en secondaire si on ouvre des espaces de travail comme des bibliothèques équipées de numérique dans les communes et si on forme les profs à coacher les élèves pour qu'ils deviennent autonomes. Et elle souligne aussi que son expérience actuelle est que les élèves, effectivement, sont beaucoup plus concentrés en classe à 12 qu'à 25. Et ça, dit-elle, compense le mi-temps en autonomie. Oui, alors évidemment que ça, je veux bien croire que si on voit maintenant qu'on est en hybridation, le temps qu'on passe avec des plus petites classes, on voit les effets. Donc ça, c'est évidemment pas étonnant par rapport à ce qu'on a dit avant. Si, mais je ne peux pas évidemment suivre l'idée que l'hybridation, si elle n'était plus nécessaire pour des raisons sanitaires, évidemment, devrait du coup se généraliser, parce que je trouve que c'est une manière un peu à bon marché, c'est le cas de le dire, de diminuer dans ce cas-là la taille des classes, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ça veut dire qu'on passe la moitié du temps à faire l'enseignement tel qu'il était prévu avant. Or, un autre point, évidemment, ce n'est pas du tout le sujet ici, mais j'ai quand même dit au tout début que nous voulions lutter contre les inégalités, mais nous voulons aussi lutter pour des contenus, parce que pour nous, un enseignement démocratique, et d'ailleurs, dans un autre webinaire, j'ai beaucoup aimé ce que Benoît Galland a dit. Il a dit, pour avoir l'esprit critique, il faut connaître beaucoup de choses, hein, et c'est vrai. Et donc, nous pensons que le temps d'enseignement, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs aussi pour lutter contre les inégalités. Et donc, voilà, dans la situation actuelle, l'hybridation, on n'a pas le choix, je dirais, mais ça ne peut, selon moi, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire par rapport au numérique. On peut imaginer des choses qui peuvent se passer, y compris à distance, pourquoi pas, etc. Mais ça ne peut pas remplacer, ça ne peut pas être une division du temps par 2 de présence à l'école pour les élèves. Ça, pour moi, et pour la PED, je ne crois pas me tromper de dire pour la PED, ce ne serait vraiment pas souhaitable et acceptable. Voilà. Autre chose, Cécile ? Alors oui, mais, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Là, je vais lire donc un certain elle, je ne sais pas qui c'est, parle d'abord dit donc que dans l'enseignement obligatoire, que ce soit le fondamental ou le secondaire, puisqu'ils ne peuvent ou ne veulent pas mixer les publics scolaires, il faudra attribuer d'autant plus de charges d'enseignants, donc je suppose que c'est des NTTP, que l'indice socio-économique de l'école est faible, et d'autant moins que l'indice socio-économique de l'école est élevé.
On pourrait ainsi, par exemple, avoir des classes 2 fois moins peuplées dans une classe, dans une école plus défavorisée, je dirais, que dans une autre école plus bourgeoise. Mais il faudrait aussi obliger le chef d'école à organiser des classes moins peuplées quand les moyens attribués le permettent. Oui, alors cette toute dernière phrase, j'imagine, et ça je la comprends, c'est vrai que parfois on constate que des directeurs d'école profitent de moyens qui leur sont attribués pour faire autre chose que ce qu'ils sont censés en faire, et ça je ne peux que souscrire à cette remarque. Mais pour revenir sur il faut donner du coup beaucoup plus de moyens aux écoles qui sont à indice socio-économique faible, c'est ce que je reviens alors sur ce que je disais tout à l'heure. Oui, dans un premier temps, certainement, ça ne serait une bonne chose de faire ça tant qu'on est, mais donc le début de la question le dit bien, puisqu'ils ne veulent pas et ils ne peuvent pas, en tout cas ils ne veulent pas, parce qu'ils pourraient le faire, enfin non, dans la situation actuelle avec les budgets ils ne pourraient pas, mais ce n'est pas impossible dans l'absolu de pouvoir le faire. Et pour ce qui est de la mixité sociale, d'ailleurs, ils pourraient le faire, parce que ça, ce n'est pas une question budgétaire. Dire, tant qu'ils ne veulent pas plus de mixité sociale, il faut diminuer la taille des classes dans les milieux populaires, je suis d'accord, mais jamais je n'en conclurai que c'est ça la solution définitive. Donc, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, la taille des classes, c'est bien, mais la lutte contre la ségrégation, c'est mieux. C'est en tout cas ce que montrent, me semble-t-il, plusieurs travaux en sciences de l'éducation, et quand on regarde à partir des tests PISA, etc., c'est ce qu'on voit. Et donc, on ne peut pas dire, OK, puisque ce n'est pas possible, on accepte que ce n'est pas possible, et tant pis, on fait... Non, ça ne va pas être la solution définitive. Donc, la vraie solution, c'est quand même... Enfin, ce ne sera pas la seule non plus, je ne dis pas que c'est la seule mesure à prendre, mais la solution la plus importante, c'est lutter contre les ségrégations. Et donc, mais tant qu'on ne le fait pas, en effet, diminuer la taille des classes, certainement dans les milieux populaires, c'est évidemment une bonne chose. Mais ça correspond je peux intervenir sur ce sujet, parce que si j'ai bien compris, Cécile, la proposition que tu as lue, je ne sais pas de qui elle vient, consistait pas seulement à réduire la taille des classes pour les classes qui recrutent des élèves en milieu populaire, mais elle consistait aussi, en compensation, à augmenter la taille des classes dans les milieux aisés. Et je me dis, c'est une excellente solution pour donner aux riches la possibilité d'identifier immédiatement les écoles d'élite dans lesquelles ils vont choisir de mettre leurs enfants, et ils n'auront aucun problème pour compenser la taille des classes par des cours particuliers, par l'aide individualisée qu'ils pourront, eux, apporter ou faire apporter à leurs enfants hors de l'école. Je crois qu'il faut absolument éviter d'aller dans le sens d'offrir des moyens d'augmenter encore la ségrégation. Il y a un intervenant, Claude Osier, qui parle de la France et qui dit, je lis son intervention, il dit « Pour les différences d'effets avec le secondaire, si l'une des deux études a été réalisée en France, elle peut mesurer l'effet des tailles limitées en REP, éducation prioritaire. Or, il a existé un effet repoussoir des REP. Les classes ont des effectifs plus faibles, mais la mixité est moins grande. » Ça veut dire que là où les parents de classe moyenne, par exemple, identifient, tiens, telle école reçoit des moyens supplémentaires, le résultat n'est pas qu'ils vont y mettre leurs enfants, le résultat, c'est qu'ils vont fuir cette école parce qu'ils identifient cette école qui reçoit des moyens supplémentaires comme étant une école, j'ouvre les guillemets, poubelle, je ferme les guillemets. Et donc, les aides différenciées ont ce type d'effet dangereux. C'est pour ça que je suis en partie d'accord avec ce que tu as dit, Jean-Pierre, que on peut être pragmatique et se dire que dans la situation actuelle, on peut quand même accepter, mais il faut se rendre compte que c'est un jeu qui est potentiellement dangereux aussi. Hein, c'est pas vrai que ça ne peut avoir que des effets positifs. Ça peut même avoir des effets négatifs d'entrer dans ce jeu de différenciation. Et je pense que c'est une raison de plus pour insister sur le fait que nous, notre objectif, notre lutte, c'est vraiment la mixité sociale. Et à partir du moment où on est dans le contexte d'une mixité sociale, dire qu'on donne des moyens différents en fonction de la composition de l'école, c'est pas... voilà. Bien sûr, mais ça, je crois que je l'avais dit, me semble-t-il, assez clairement. Mais oui, j'entends bien ce que tu dis sur l'effet stigmatisation. On va mettre, mais
simplement, mais peut-être parce que je suis ici à Bruxelles et j'ai enseigné à Bruxelles et je peux te dire qu'il n'y a pas besoin d'encore donner quelques moyens supplémentaires pour identifier les écoles. Elles sont déjà identifiées comme ça. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que je ne pense pas que ça pourrait faire de tort de diminuer drastiquement la taille des classes dans ces écoles-là, parce qu'elles sont quand même déjà identifiées. Mais je suis d'accord sur le principe de ce que tu viens de dire. Oui. Est-ce que... Ouais, je pense qu'on a encore quelques minutes, donc je ne sais pas, Cécile, si encore... Oui, alors, attends, c'est juste par rapport, mais c'est juste je ne voudrais pas ne pas le dire, mais par rapport à l'hybridation, hein, parce qu'en fait, les deux personnes, là, je t'avais transmis leurs commentaires, font une petite nuance. Ils disent, attention, l'hybridation n'est pas que numérique. Nos interventions concernaient surtout l'hybridation, et c'est une personne qui a mis, donc pour ceux qui veulent aller voir sur la conversation, a mis un lien sur une carte blanche du soir. Et donc, la deuxième personne rajoutait que le sens, ça dépend évidemment du sens que l'on donne au mot hybridation, et reprenait la définition de Marcel Lebrun, qui est l'hybridation est un mélange fertile d'apprentissage de toutes sortes et de postures d'enseignement diverses. On est loin de la juxtaposition d'activités répétées en présence et en distance. Voilà, mais c'était juste pour la remarque, voilà. Alors, une dernière question là, c'est quelle est la position de la PED par rapport à la formation initiale des enseignants dans la lutte contre la ségrégation? Ah, ça c'est une bonne question. La réponse, je ne sais pas si elle va être bonne parce que la position de la PED, on n'a pas on n'a pas énormément travaillé cette position sur la formation des enseignants. On n'a pas, voilà. Mais on a quand même, on a quand même réfléchi à ça. En tout cas, il y a une chose importante qu'on pense par rapport à la formation des enseignants, c'est que, en tout cas, c'est peut-être aussi une réflexion plus personnelle, mais je pense quand même qu'elle est partagée dans la PED, c'est qu'il est inacceptable qu'actuellement des enseignants arrivent sur le marché de l'enseignement, si j'ose dire, en n'ayant pas une connaissance relativement fine du système éducatif dans lequel on se trouve. J'ai été invité, Nico a déjà été invité, et d'autres parmi nous. Parfois, il y a des enseignants en haute école qui forment donc des futurs enseignants et qui invitent des gens à venir expliquer la question des inégalités, les enquêtes PISA, etc. Mais c'est un peu laissé au beau vouloir des profs pour l'instant. Ils ne le font pas tous et voilà, ils ont sans doute parfois d'autres priorités. Moi, ça me semble inacceptable qu'un enseignant arrive, il commence à enseigner dans une école d'un type ou d'un autre, mais il ne sait pas en gros dans quel jeu il joue. Et moi, j'ai vu des collègues qui étaient très sincères, mais qui font des grands yeux quand on leur parle d'inégalité, quand on leur parle d'école dans laquelle les conditions d'enseignement et d'apprentissage, du coup, sont extrêmement compliquées, etc. Donc moi, je pense qu'en tout cas, il faut une meilleure connaissance du système éducatif de la part de l'ensemble des enseignants, une connaissance macro, je dirais, du système. Pour ce qui est de la pédagogie, je vais pas me lancer là-dedans parce que ça, moi, j'ai toujours dit, je suis un praticien comme tous les enseignants de la pédagogie, mais je ne suis pas un théoricien et donc je ne vais pas... et pour tout dire, je ne devrais peut-être pas l'avouer publiquement, mais les théories pédagogiques m'ennuient un peu. Et pour ce qui est par contre de la formation en termes de matière, je trouve que c'est quelque chose, à un moment donné, on a un peu négligé ça à certains niveaux et on a dit finalement, la matière, du moment qu'ils connaissent un petit peu, etc., il y a le prof bienveillant qui va apprendre avec ses élèves en même temps que ses élèves, etc. Ça, c'est quelque chose, je m'inscris en faux contre ça. J'estime qu'on ne peut pas être un bon prof si on ne maîtrise pas très bien la matière qu'on est censé enseigner. C'est pas vrai dans l'autre sens. Donc, je connais effectivement des gens qui maîtrisent très bien certaines matières et qui ne sont pas de bons profs. Mais dans l'inverse, ça n'existe pas. On ne peut pas être un bon prof si on ne maîtrise pas bien sa matière. Mais voilà, c'est quelques réflexions. Mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre, Philippe, par exemple, a travaillé là-dessus. Je ne sais pas s'il veut rajouter quelque chose par rapport à ça. Il vient de mettre un truc, mais Philippe, tu peux prendre la parole. Oui, n'hésite pas, Philippe, prends la parole. Parce que quand j'ai dit que la PED n'avait pas fait grand-chose, je me suis rendu compte que c'était pas... En fait, oui, on n'a pas fait grand-chose par rapport à d'autres choses, mais on a quand même, et notamment toi, tu t'es quand même investi là-dedans. Donc, vas-y, il avait remis, il dit en fait, effectivement, ah ben vas-y, Philippe. Oui, non, mais en deux mots, vers 2010, il y avait eu un grand processus d'évaluation de la formation initiale des enseignants. Nous avions participé en tant qu'APED. On avait remis un avis de 8-10 pages à 4, si je me souviens bien, et on assistait effectivement
sur toutes les questions, enfin, les remarques que tu as faites, Jean-Pierre. L'importance, on était quand même un peu sidéré de voir effectivement le nombre d'enseignants qui arrivent dans le métier sans se poser la question du sens de leur métier, de leur positionnement social, de leur positionnement par rapport au système dans lequel ils vont fonctionner, etc. L'importance aussi de la maîtrise des contenus de matière, des contenus disciplinaires qu'on va enseigner, etc. etc., etc. Voilà. Donc, et je pense que ce travail doit toujours être disponible sur le site de l'APED. On avait dans l'école démocratique, vers 2010-2011, publié un dossier sur cette question. Je me souviens notamment avec un article de Marc. Ah ouais. Ouais. Il y avait un article de Marc et toi, alors ça devait être sûrement très intéressant. Très fabuleux, fabuleux, de très haut niveau. Je n'en doute pas. Non, mais je me souviens très bien, c'est pour ça que je dis après que c'était bien que tu interviennes. Enfin, je vois que tu ne diminues pas, mais tu n'es pas en désaccord avec ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi je suis revenu sur mon point? Je ne sais pas si vous me voyez encore. Moi, je ne vous vois plus, en tout cas. Mais OK, bon, c'est ce qui compte. Ah ben voilà. Mais J'ai Nico a mis justement le lien. à tout le monde le lien vers l'article de Philippe sur le site. OK, parfait. Voilà. On va appeler Lucky Luke. Mais moi, je n'ai plus de questions. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, renvoyez-moi vite un petit commentaire, mais il me semble que j'ai fait le tour. Mais sinon, il est toujours possible d'interagir avec la PED d'une autre manière. Hein, donc, voilà. Je reprends la parole 2 minutes, d'abord pour vous dire merci de votre présence. Merci beaucoup à Jean-Pierre pour son exposé qui était vraiment très, 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 très intéressant. Je vous rappelle que si vous voulez revoir cette vidéo, vous pouvez la voir sur notre page YouTube.